Un port maritime, c'est tourné vers la mer, mais c'est aussi tourné vers la terre, et ça ne fonctionne que quand les deux côtés sont fluides, efficaces et harmonieusement liés l'un à l'autre. Donc on a dit ça plusieurs fois ce matin, mais on va rentrer plus sérieusement dans le sujet avec différentes contributions. Et là aussi, je vais citer les intervenants dans l'ordre de leur passage, de leur contribution. Monsieur Martel, qui est président du directoire du Grand Port Maritime du Havre, et on a déjà évoqué à plusieurs reprises les problèmes de desserte terrestre, et il nous dira tout de la Chatière. Monsieur Vialel, qui est un opérateur multimodal, lui-même lié à un grand armateur, donc comment les armateurs dépassent le port et font du porte-à-porte plutôt que du port-à-port, et se soucient précisément dans leur rôle de contrôler la partie terrestre de l'acheminement de leurs produits. Marc Papinutti, gestionnaire d'infrastructures, voie navigable de France, et la voie d'eau joue et pourrait jouer encore davantage un rôle éminent dans la desserte de certains ports français. On en a aussi parlé, et tu nous en diras plus. Monsieur Genestier, on a beaucoup parlé de chemin de fer, on en attend beaucoup. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait à la hauteur des espoirs, mais l'avenir nous est ouvert, et donc vous nous direz comment vous voyez les choses, bien sûr. Et M. Vigery pour les transitaires, ce qui est un autre métier du système que nous n'avions pas encore entendu s'exprimer, contribuera à l'ensemble de notre discussion. Voilà, et donc tout de suite, je vous donne la parole, M. Martel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pardonnez-moi, j'ai la voix un peu éraillée ce matin. Je suis très content de pouvoir intervenir sur les questions de dessert terrestre et de logistique, parce qu'on dit souvent la bataille des ports se gagne à terre. Je pense que c'est vrai. Et que pour autant on n'en fait pas assez dans ce domaine-là. Je suis également persuadé que ça fait partie des points faibles du port du Havre et d'Aropa. Je ne vais pas vous faire un show commercial pour présenter Aropa, je crois que c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui dans cette instance. L'idée est plutôt de travailler sur nos points faibles et de regarder comment on peut les améliorer. Je note au passage d'ailleurs sans aucune perfidie que lorsqu'un universitaire flamand vient présenter la politique portuaire de façon très théorique, c'est un show commercial en faveur du port d'Anvers. Et si les Français pouvaient de la même façon, lorsqu'ils sont à l'étranger ou en France, défendre leur port de façon plus unie, je pense que ce serait très bien. On manque de cet esprit de cohésion qu'ont les Flamands autour de cette politique portuaire et cette politique de transport de marchandises. On a beaucoup d'exemples à apprendre en Belgique et aux Pays-Bas, et notamment celui-là, j'en suis persuadé. Avant de me tourner vers la terre, un mot tout de même sur un regard vers la mer. On a parlé ce matin des alliances, et je ferai le lien autour des notions de massification, de concentration. On a parlé du P3. Ce n'est pas du tout anecdotique ce qui est en train de se passer dans le monde du shipping. C'est une nouvelle révolution. Un phénomène de massification et de concentration absolument phénoménal. Les Asiatiques ne vont pas en rester là. Les alliances que sont G6 et CK Voyage sont en train de structurer leurs réponses, si bien qu'on peut anticiper sans avoir beaucoup de chances de se tromper que dans 6 mois, nous aurons en face de nous 3 acteurs qui géreront des lignes régulières sur le grand marché Est-Ouest et pas plus. Et qu'on ne pourra plus, c'est un marché qui sera définitivement fermé, on ne pourra plus être un nouvel entrant sur le marché Est-Ouest, c'est absolument évident. Je précise, parce que ça n'a pas été dit, que ce ne sont pas des alliances commerciales, ce sont des alliances de capacité. Donc les décisions en termes de lignes et de toucher des ports sont prises à ce niveau-là, de façon plus ou moins intégrée. En revanche, chaque acteur garde son autonomie commerciale. Le Havre est très bien servi par le C3, 5 dessertes sur l'Asie, c'est-à-dire comme avant, 3 dessertes sur l'Amérique, c'est une de plus. Mais sur chacune de ces dessertes par le P3, les 3 armateurs ont une offre commerciale. Donc, de fait, on multiplie chacune de ces lignes par 3 offres commerciales. Donc, c'est beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux que l'ensemble des ports européens. Je crois qu'on est parmi les mieux servis par le P3. On ne peut pas en dire autant pour l'instant des 2 grandes alliances asiatiques. L'année prochaine, à cet égard, est un enjeu très important pour le port du Havre, puisque ces alliances asiatiques vont elles aussi réfléchir à réorganiser leurs lignes, et il est essentiel que leurs choix soient les bons de notre point de vue. Toujours est-il que, voilà, 3 acteurs, massification, concentration, il n'y a pas de place pour les petits dans le monde du shipping, en tout cas sur les grands marchés Est-Ouest. Et la question qui se pose très clairement pour le port du Havre, c'est est-ce qu'il peut rester accroché à la cour des grands? Clairement, Hambourg, Anvers, Rotterdam, Brême sont ancrés dans la cour des grands ports européens. Zeebrugge et Le Havre sont petits parmi les grands, 2,5 millions de tonnes, 2 millions pour Zeebrugge, là où les autres sont plutôt entre 6 et 12.
Et la question qui se pose de façon très claire aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut ou pas, au Havre, sur Aropa, rester dans cette cour des grands. Et la question des dessertes terrestres et de la massification est un élément de réponse à cet enjeu stratégique. C'est-à-dire que pour rester dans la cour des grands, il faut du volume. Et pour avoir du volume, eh ben, il faut des modes massifiés, il faut avoir un hinterland suffisamment étendu. Donc sujet, je le redis, particulièrement stratégique pour le port du Havre. Regardons vers la terre maintenant, si vous le voulez bien. Je le disais, 2,5 millions de tonnes au port du Havre, 5e port sur le range nord-européen, presque le dernier, hein, le Havre et Bruges, qui se partagent la dernière place des ports sur le range nord-européen. Un tiers du trafic français passe par le système Aropa en termes de conteneurs. Sur ce volume qui est desservi par Aropa, un tiers c'est l'Île-de-France, les 2 tiers c'est le reste de la France, et très peu l'étranger, aujourd'hui, malheureusement. Et pour situer à peu près les choses, sur ce tiers de trafic que représente le volume de l'Île-de-France, nous avons 50% de part de marché, le reste passant par le port d'Anvers. Grosso modo, c'est à peu près ça la situation. 2 sujets, logistique et multimodalité. Logistique tout d'abord. Je vous disais qu'à peu près la moitié du trafic destiné à l'Île-de-France passe par le port d'Anvers. Sur cette moitié, 80% est destiné à des entrepôts qui sont basés au Benelux. Donc 40% du trafic d'Île-de-France passe par des entrepôts qui sont au Benelux, sur le port d'Anvers, ou situés en Belgique ou aux Pays-Bas. L'enjeu, ce n'est pas de capter les flux. L'enjeu, c'est de faire tomber l'organisation logistique sur l'interland du port du Havre et sur le territoire d'Aropa. Tant que les entrepôts, tant que l'organisation logistique elle est située en Belgique, le trafic passera par le port d'Anvers, indiscutablement. Donc, on a un énorme enjeu à faire tomber sur notre territoire, dans notre système portuaire, des organisations logistiques, de grands logisticiens, de grands chargeurs, d'acteurs de la grande distribution. Alors, comment faire ? Évidemment, c'est facile d'identifier les enjeux et les objectifs, c'est plus difficile d'apporter des réponses concrètes. La première réponse indispensable, c'est la base, c'est disposer d'une offre foncière structurée, ce que nous n'avons pas aujourd'hui, pas encore en tout cas, au port du Havre et au sein d'Aropa, mais nous y travaillons dur. Ça a conduit, c'est ce qui m'a conduit à créer une direction de la zone industrielle au sein des équipes du port du Havre, avec des clients. Les entreprises qui s'implantent sur le port sont aussi des clients du port. Ça nous conduit, comme d'autres ports, à nous engager dans une démarche de planification de l'espace, schéma de développement du port et de la nature, qui nécessitera que l'État, sur la proposition qu'on lui fera dans notre projet stratégique, pèse bien les enjeux entre les enjeux d'environnement, de protection de la nature et les enjeux d'emploi, de développement économique et de développement industriel. Je ne vais pas dire comme Stéphane Snyder, je ne le vois plus s'il est là-bas. Je ne vais pas être aussi anti-écolo que Stephen Snyder parce que en dirigeant un établissement public, c'est pas correct. Et puis voilà. Mais en tout cas, il y a cette vraie question de trouver le bon équilibre entre un enjeu tout à fait légitime de protection de la nature sur l'estuaire et l'autre enjeu tout aussi légitime de développement des activités industrielles et logistiques. Ces activités industrielles et logistiques, ce sont elles qui génèrent les trafics, qui sont sécurisés lorsqu'ils sont dans notre hinterland proche, ça génère du trafic de conteneurs. Enjeu majeur pour, encore une fois, faire tomber des organisations logistiques sur le système Aropa. Après, il faut les commercialiser, il faut faire du marketing autour de tout ça, il faut apprendre à mieux travailler avec ces organisateurs de la logistique pour, avec eux, trouver les meilleures solutions qui passent par chez nous. Mais ça, nous le faisons déjà. Et pour dire les choses très franchement, aujourd'hui, nous avons une demande qui est supérieure à l'offre que nous sommes capables de mettre en ligne. Donc, nous avons plus de demandes d'investissement dans l'immobilier que de terrains prêts à aménager. Donc, c'est un point faible structurel. Il est très urgent que nous progressions dans ce domaine-là. Nous aurons aussi besoin de l'État et des collectivités territoriales pour pouvoir proposer ces espaces au juste prix. On a des terrains qui, notamment sur le port de Rouen et également sur le port du Havre, nécessitent de lourds préchargements. Les terrains doivent être préparés et, me semble-t-il, nous ne pourrons pas proposer des prix dans le marché si nous devons autofinancer l'ensemble de ces aménagements. Et donc nous avons proposé, dans le cadre du contrat de plan État-région, un volet très important pour que nous puissions être accompagnés dans cette ambition de développement d'implantation industrielle et logistique et de structuration de notre offre foncière. Et puis enfin, élément également majeur pour nos clients, les procédures administratives d'implantation d'industrie et d'entrepôts. Nous en parlions hier avec le directeur des services de transport. Dès que la loi en examen en ce moment au Parlement sur
les simplifications administratives sera votée. Vous savez qu'elle ouvre des possibilités d'expérimentation. J'appelle de mes voeux que l'ordonnance prévoit que la Haute-Normandie et les zones industrielles-portuaires puissent faire partie de cette expérimentation pour que nous puissions bénéficier, par exemple, de la décision unique ou du délai contraint, ou en tout cas encadré sur les procédures ICPE. Je le dis en plaisantant, mais c'est tout à fait sérieux. Nous avons en France, par rapport à nos concurrents directs belges, des procédures qui sont plus longues, plus contraignantes, et donc moins compétitives en termes d'implantation. Voilà pour la logistique. Deuxième partie, je suis peut-être trop long, donc je vais faire vite. Deuxième partie, pour avoir du volume, toujours pour avoir du volume, et donc justifier que ces grandes alliances desservent Le Havre, il faut aller chercher les marchandises le plus loin possible. Et moi, mes cours d'économie, on me disait au-delà de 500 km, il n'y a que le ferroviaire. Alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Jean-Michel nous dira tout à l'heure comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a des trains très courts qui marchent bien et des camions qui vont très loin. Mais néanmoins, avoir de l'offre ferroviaire sur longue distance, c'est indispensable. Absolument indispensable. Et c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Hein. C'est-à-dire que si le port du Havre arrive à grossir, on aura de plus en plus d'origine-destination Le Havre qui justifieront une desserte de 2 trains par semaine, parce que c'est la norme. En dessous, ça ne fonctionne pas. Et inversement, si on n'a pas ces trains, on n'ira pas chercher les marchandises et donc on n'aura pas le volume. Enjeu absolument stratégique pour le port du Havre, donc, qui a justifié beaucoup d'investissements. Investissement lourd du port dans la régénération de son réseau, investissement lourd du port dans ce chantier multimodal qui sera terminé, Charles Mas est dans la salle, à la fin de l'année prochaine, sans faute. Investissement lourd à venir grâce à la clairvoyance de la commission Mobilité 21 et de son rapporteur qui a mis à sa juste valeur la liaison Cercle-Gisors, quelque part notre Betuwe Line à nous, pour beaucoup moins cher que les Hollandais, mais en tout cas nous pourrons afficher à nos clients que nous avons une ligne dédiée fret pour le ferroviaire derrière le système Aropa, et ça a beaucoup de valeur. J'ai déjà commencé à le faire d'ailleurs, je ne sais pas si la décision est tout à fait prise, mais c'est un détail. Ensuite, et c'est beaucoup plus compliqué, l'infrastructure ça coûte cher, c'est compliqué quand même, hein, mais là je pense qu'on sera à peu près, en attendant la LNPN et les sillons dégagés pour le fret, on sera à peu près bien pour les années qui viennent avec le chantier multimodal et Cercle-Gisors. La grosse difficulté, c'est que l'infrastructure ne suffit pas. Il faut ensuite tracer des sillons et avoir des opérateurs pour tirer des trains sur ces sillons. Et là, on est sur quelque chose de vraiment complexe. On voit bien que ces liaisons ferroviaires, elles ne se mettent pas en place toutes seules. Le seul marché, les seuls acteurs ont du mal. On voit bien aussi que la seule aide au démarrage, je pense, nécessaire pour accompagner pendant les premières années un opérateur, dès lors qu'on est sûr que ce marché il est porteur à terme et qu'il n'y a que quelques années à passer, ce système d'aide au démarrage, il est nécessaire. Donc les ports doivent, à mon avis, s'investir dans ces logiques, probablement avec l'État et les collectivités. J'en profite, j'ai vu que Florence était là pour dire que l'aide à la pince est absolument indispensable pour le fluvial comme pour le ferroviaire, qu'elle soit maintenue au moins dans l'enveloppe que nous connaissions les années précédentes, et je crains que ce soit difficile, mais c'est absolument fondamental. Et ensuite, une forme de collaboration à trouver entre RFF, le gestionnaire d'infrastructure, l'autorité portuaire et les opérateurs de services ferroviaires pour ensemble monter des solutions. Je ne crois pas, nous sommes autorisés à être candidats autorisés, de la répétition, les ports peuvent être candidats autorisés pour réserver des sillons. Nous avons commencé à regarder ça, je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Les marchandises sont beaucoup moins prévisibles que les passagers, elles ne fonctionnent pas comme un modèle. Et nous ne sommes pas, nous, autorités portuaires, capables, 2 ans à l'avance, de définir quel sera le besoin pour un train de fret. Je crois que c'est tout à fait illusoire de le faire. En revanche, nous sommes capables d'identifier où sont les marchés, quelles sont leurs croissances, d'aller faire des opérations de développement commercial et marketing pour le coup des shows, pour expliquer qu'on est les meilleurs et que c'est par chez nous qu'il faut passer à Strasbourg, à Lyon, à Ludwigshafen ou en Suisse. Et ça, il faut le faire avec des opérateurs ferroviaires. Et voilà. Je n'ai pas encore la solution, mais on y travaille. Je pense que Jean-Michel pourra peut-être en dire un mot, parce qu'il fait partie des acteurs importants. La bonne forme de collaboration entre les autorités portuaires, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires et les opérateurs de services ferroviaires est, à mon avis, un modèle qu'il nous faut trouver pour... on ne va quand même pas s'arrêter là. On a fait les infrastructures, il faut qu'on ait les services de transport maintenant. Voilà, j'ai été trop long, donc j'en reste là. Merci. Non, vous n'avez pas été trop long, vous avez bien posé le problème, vous avez interpellé les différents autres acteurs des autres éléments du système pour vous répondre. Donc, du côté des opérateurs multimodaux, par exemple, M. Vialel.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Le lien est assez facile à faire. Merci, Monsieur Martel. Nous sommes effectivement chez Green Modal Transport, une filiale du groupe CMA-CGM. Donc nous opérons des trains pour des conteneurs, des barges fluviales sur la Seine et le Rhône, et puis quelques camions, notamment sur l'attraction portuaire, ce que l'on appelle le brouettage, donc les sorties de terminaux sur le Havre. Alors vous m'excuserez de rentrer peut-être un petit peu dans le détail, mais c'est un peu le défaut des opérateurs. On regarde notre intérêt parce qu'on a un intérêt économique et que donc c'est vrai qu'on transporte aujourd'hui ces conteneurs sur le domaine Interland. Et puis on a besoin de résultats et puis on a besoin aussi de maîtriser nos coûts de manutention. Il a été beaucoup évoqué ce matin les manutentions en sortie de navire. Bien pour nous, c'est la même chose, puisque que ce soit la partie ferroviaire ou la partie fluviale, nous avons, que ce soit au Havre, à Paris ou à Lyon, des déchargements et des rechargements de trains. On se sert beaucoup de Lyon pour un hub, soit pour repartir sur l'Allemagne, soit pour descendre jusqu'à Marseille. Et puis il a été évoqué également la partie des manutentions pour le domaine fluvial. Alors c'est vrai que c'est un point aujourd'hui pour lequel il ne faut pas passer à côté, parce que, en fin de compte, ces modes de massification sont en pleine concurrence avec la route. Il y a eu un effet de mode il y a quelques temps, enfin il n'y a pas très longtemps, l'effet de mode du report modal, tout ce qui est le respect de l'environnement. On y croit, ce sont des domaines qui sont très très lourds, que ce soit la partie ferroviaire ou la partie fluviale, sont des domaines d'activité et des investissements très très lourds. On a 3 automoteurs en propriété sur le Rhône. On sous-traite des coopératives fluviales sur la Seine. Et puis on a nos propres wagons et on a nos propres trains. Et aujourd'hui, faire des trains et tirer des locomotives sont des opérations très lourdes. Donc bien évidemment, l'aspect concurrence avec la route est un des premiers faits. Le fluvial est le seul mode opératoire aujourd'hui qui doit payer ses manutentions en bord de quai. Donc il est évident que le domaine et le sujet des THC, qui était jusqu'il y a quelques jours dans une impasse et qui est en train d'être relancé par l'ensemble des opérateurs, est un point pour nous important. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison que le fluvial soit le seul mode opératoire par rapport au ferroviaire ou à la route qui paye ses manutentions sur le domaine maritime. Le deuxième volet que je peux aborder ici, ce sont, ce qu'a dit également M. Martel, ce sont les aides à la pince, qu'on appelle vulgairement les subventions, pour justement aider ces modes de transport ferroviaires et fluviaux à supporter une partie de ces manutentions. Il a été, il y a quelques jours à peine, remis en question par les pouvoirs publics, alors pas du versement, mais de la modalité du versement. Il est évident que dans nos sociétés, qu'elles soient Green Modal, qu'elles soient d'autres, M. Ginesti en parlera tout à l'heure parce qu'il est également concerné avec sa filiale Naviland, il est pour nous important qu'au moins l'année 2013 soit respectée, c'est-à-dire qu'on a des commissaires aux comptes qui sont dans nos sociétés, ces subventions ont été promises par les pouvoirs publics et garanties dans sa globalité depuis le début de l'année, et à quelques jours des clôtures de comptes, on nous remet en question, et notamment ce que l'on appelle le nœud nodal, le point nodal, pardon, excusez-moi. Le point nodal, ça veut dire les transbordements, parce que s'il y a des transbordements en maritime, il y a également des transbordements en ferroviaire et en fluvial. Donc quand on arrive à Lyon, par exemple, en ferroviaire, ou à Châlons, puisqu'on s'arrête aussi sur des zones que l'on essaye de développer en hinterland, on a des manutentions pour passer soit d'un mode de transport à un autre, soit d'un train à un autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet, encore une fois, d'optimiser et de continuer à travailler nos consolidations de trains. Alors, réunir les opérateurs en 2014 et revoir encore une fois autour d'une table comment on peut faire pour s'entendre, mais 2013 me semble personnellement, et pas que personnellement d'ailleurs, pour la profession, un peu dommage. Donc je profite de cette assistance pour passer un message à ces messieurs et ces dames des pouvoirs publics, parce que c'est vraiment un sujet
très très important et qui nous mettrait encore plus en péril si vraiment il devait y avoir une modification pour 2013. C'est vraiment un sujet que l'on doit évoquer et très très rapidement dans les jours qui viennent. Le troisième point, c'est la plateforme multimodale que l'on... Alors c'est vrai que c'est un gros investissement, un lourd investissement. Il y a ensuite à exploiter. Alors exploiter, ça veut dire que des sociétés comme Green Modal, comme Naviland, comme Logicen et Novatrans vont créer une société en 2014 sur une société d'exploitation commune pour exploiter cette plateforme. L'idée est bien sûr d'avoir un bord à quai fluvial et d'avoir une massification sur un port, sur un domaine maritime est une bonne idée parce qu'on se confronte à un modèle également économique où le Havre est compliqué parce qu'il y a plusieurs terminaux, il faut rassembler les conteneurs sur un seul point. Le brouettage donc, que j'évoquais tout à l'heure et qui a été également identifié par les étudiants dans cette étude est un peu une contrainte économique puisqu'il faut sortir, et ça coûte très très cher, de sortir par un brouettage Docker. Bon. Alors, on attend beaucoup de cette plateforme, à une condition bien évidemment, c'est que comme on est sur le domaine maritime, eh bien, l'exploitation de cette plateforme devrait être faite par du personnel maritime. Et là, c'est un sujet qui est en cours. Parce que, vous l'avez dit tout au long de la matinée, c'est vrai qu'on a relativement un calme social sur les ports maritimes. Et tant mieux, on s'en réjouit, mais ce que l'on n'a peut-être pas dit, ou ce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui dans une assemblée comme celle-ci, c'est à quel prix. C'est à quel prix. Et à quel prix, ça veut dire que l'on a et que l'on continue à acheter très régulièrement la paix sociale. Pour des opérateurs, bien évidemment, ça se ressent immédiatement. Et aujourd'hui, les chargeurs que l'on a, qui ne sont pas uniquement les compagnies maritimes, je suis content qu'il y ait un président transitaire ici, eh bien, vous savez très bien que les prix sont toujours un domaine. Donc c'est vraiment là aussi un sujet que l'on est en train d'aborder et de discuter et que l'on ne manquera pas, bien évidemment, d'exposer. Mais ce n'est pas le blocage que l'on craint, c'est certainement l'accumulation des coûts. Et comme on est très lié à ces modes, on est toujours à la recherche de compétitivité, on se doit également de trouver des solutions, et des solutions qui puissent permettre aux opérateurs de report modal d'assurer, encore une fois, une rentabilité de leurs opérations. Alors, je cite quelques exemples parce que les exemples sont d'abord dans la salle et que Christine Cabot a lancé une opération fluviale, donc c'est une bonne idée. Le port du Havre prend en charge également des navettes ferroviaires, donc il faut aussi que l'on puisse avoir une fluidité, vous l'avez dit ce matin, donc ça aussi c'est une bonne idée de pouvoir prendre en charge cette partie-là. Et puis sur Aropa, et notamment sur la distribution de Paris, il y a une volonté de créer ils sont déjà créés, de développer des ports intérieurs qui s'appellent Ivry, qui s'appellent Bonneuil-sur-Marne, pour éviter de tout déverser en fin de compte à Gennevilliers et d'essayer d'enlever les camions de la route de la région parisienne. Et ça a quand même du sens, surtout avec les pics de pollution que l'on connaît aujourd'hui. Alors, là aussi, les opérateurs fluviaux que nous sommes, on a du mal, c'est vrai, à aller jusqu'à ces petits ports parce qu'on manque de volume, on manque aussi cruellement de ce que le maritime aussi recherche. Alors l'idée qui est en train d'être développée, c'est une navette fluviale. D'abord, il nous faut la fréquence. Navette fluviale au départ de Gennevilliers qui permettrait pour nous de faire la massification et puis ensuite d'aller livrer plusieurs fois Évry ou Bonneuil dans la semaine. Limay est plus facile parce qu'on est sur le passage, donc tout le monde s'arrête à Limay. Mais ça, c'est une bonne idée. Je ne parle pas de Brouillard-sur-Oise, c'est un cas un peu exceptionnel. Mais c'est une bonne idée et que ce soit les terminaux de Paris, de Seine, ou que ce soit le Aropa, sont vraiment partie prenante. Donc c'est encore une fois des solutions et des sujets, et on sent vraiment qu'il y a une dynamique chez Aropa assez intéressante dans ces sujets. Voilà. Alors on a besoin d'infrastructures, vous l'avez compris, je ne veux pas non plus être très très long, j'ai passé les 2-3 messages que je voulais personnellement et que la profession voulait passer, donc je vous en remercie de cette invitation. On a besoin, la dernière chose que je peux dire, c'est aussi ne pas penser uniquement franco-français. Ce que je peux constater, c'est que je navigue moi sur des bassins fermés. Alors je monte jusqu'à Mâcon, je fais Châlons,
Enfin, Chalon n'est pas le centre de l'Europe, alors Chalon-Marseille, ça sera un petit peu limité. Et puis Le Havre-Paris ou Évry, ça sera aussi limité. Je pense qu'on a besoin de connecter, vous avez parlé de la Chatière, etc., mais on a besoin de connecter nos réseaux ferroviaires et surtout fluviaux au reste de l'Europe, et que la France, qui est quand même encore une fois un pays que l'on peut traverser, quand on traverse un pays, souvent on peut s'y arrêter, a besoin de se connecter. Alors aujourd'hui on parle du canal Seine-Nord, donc ça c'est plutôt intéressant. On a longtemps parlé de connecter le Rhône sur le Rhin, parce que le Rhin est une autoroute, et on voit l'économie allemande, elle se sert énormément de la partie fluviale sur le Rhin. Nous, sur le Rhône, vous l'avez dit aussi dans les chiffres, on pousse, voilà, le débit est pas facile. La CNR et Suez sont très contents parce qu'on produit beaucoup d'électricité. Pour faire naviguer sur un bassin fermé comme le Rhône, c'est un petit peu plus, pour nous, un petit peu plus compliqué. Donc n'oubliez pas de connecter la France à l'Europe. Dernier exemple que l'on a en date, c'est aujourd'hui, vous avez parlé d'Anvers. On a des trains chez Green Modal qui font Anvers-Marseille, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à offrir des raccourcis en termes de délai pour des bateaux qui arrivent à Anvers, des conteneurs qui sont chargés sur des trains qui arrivent à Marseille et qui repartent en Nord-Afrique. Voilà, ça c'est un service plutôt intéressant qui permet de raccourcir les délais et de servir encore une fois de bonnes choses. Voilà ce que je pouvais dire dans mes propos aujourd'hui sur la partie multimodale et sur le besoin des infrastructures. Donc je vous remercie encore une fois de l'assistance. Merci. Donc il y a besoin d'infrastructures. Donc Marc Papinutti, bientôt Seine-Nord, c'est ça le scoop de la journée? Deux choses en introduction, merci. Déjà, bonjour à tous et merci. Deux choses, je voulais revenir sur un sujet qui avait été dit tout à l'heure sur l'absence de budget à VNF. L'absence de budget de VNF, elle est aussi liée à celui qui nous donne, qui était prévu pour nous donner des ressources sur la régénération, mais je sais que ça, ce sont des choses qui vont se régler à court terme. Et l'absence de conseil d'administration, c'est le décret récent qui fait que notre conseil d'administration, comme d'autres conseils, s'est arrêté lors de la publication des résultats d'élections locales, d'élections internes à l'établissement. Sur Seine-Esco, moi j'ai pas d'autre scoop que de répéter, parce que hier j'ai eu la joie de voir rendu un rapport de reconfiguration de Seine-Esco. D'ailleurs je vois que Jérôme Desaubry est derrière, un qui a largement participé à ce travail. Et que là aussi, la vision n'est plus de Seine-Nord, mais bien de Seine-Esco, en partant évidemment de la mer et des grands ports français. Alors, quelques points sur la réforme portuaire en introduction aussi. Moi, j'ai remarqué, puisqu'à Voies navigables de France, on a eu la chance de rentrer, grâce à la réforme, dans les gouvernances portuaires, que ce soit conseil de développement, conseil de surveillance, puis historiquement aussi Port de Paris, conseil d'administration, et réciproquement, le conseil d'administration de Voies navigables de France a accueilli une présidente de directoire, donc comme ça on sait qui c'est, et ça a permis de faire évoluer beaucoup de choses, parce que je pense que notre place du fluvial est toujours un peu complexe, qu'elle soit en termes d'infrastructure ou en termes d'opérateurs, et débattre et donner notre petite voix, des fois un peu difficile à entendre pour certains, mais sur certains sujets n'est pas négligeable dans une gouvernance où, en comparaison, nos collègues étrangers, moi je suis très surpris, ont le fluvial inné ou presque quand on est sur le Rhin. Et ça, c'était un point important. Deuxième point pour VNF, ça a été aussi de continuer et de formaliser plus des coopérations. Tout particulièrement le plus avancé, je trouve que c'est à Dunkerque, où on va même plus loin que le port, l'union maritime et commerciale, mais aussi le territoire, c'est-à-dire la communauté urbaine, et on est bien dans ce problème d'insertion complète, peut-être pas sur des lieux aussi spécialisés que peut être Port-de-Mille, je le reconnais, mais aussi vis-à-vis de ceux qui exploitent. J'en dirai un mot, c'est d'ailleurs dans le cadre d'Aropa aussi un travail sur lequel nous on est dans le 2e ou le 3e cercle d'Aropa, bien sûr, VNF, mais je dois d'abord donner la scène qui est déjà offerte jusqu'à Paris en 24 heures sur 24 en qualité et en fiabilité, essayer d'améliorer les extensions, et on y travaille. Je n'oublie pas le Brenaujean dans lequel le débat public s'était bien terminé, et permettra là aussi des tonnages et donc des améliorations de coûts vers les ports français.
Mais dans l'amélioration, il y a aussi, et je trouve que là les choses ont changé, au-delà de la présence de M. Philizot, du préfet Philizot, qui coordonne bien un certain nombre de sujets, on a été capable de parler sereinement de nos contrats de plan, de chacun, et d'avoir un projet qui se complète au-delà de la modernisation, j'allais dire classique, qu'on aurait pu faire mode par mode, chacun dans son coin. Et ça, c'est un sujet pour nous majeur, parce que c'est bien un changement de vision, et c'est la vision, alors là, la partie gestionnaire, je ne suis pas encore exploitant, heureusement, même si j'aide certains nombre d'exploitations. De même, sur les autres bassins, on a travaillé à coordonner, à mettre en place des structures de coopération interportuaire, je pense... d'une part avec Medlink, avec le Grand Port de Marseille, mais aussi nos ports, puisque la particularité portuaire fluviale, c'est parce qu'il faut quand même la deuxième extrémité, c'est qu'on est, hors d'Aropa, on est sur des sujets multiples et divers, que ce soit sur le Rhin, avec un port autonome, j'avais vu tout à l'heure Jean-Louis Giraud, mais aussi des concessions de voies navigables de France, et travailler en tant que concédant VNF, puisque le domaine public qui m'a été confié par l'État, lui, est souvent concédé à des CCI et travailler à des sujets dont on a entendu parler ce matin, c'est-à-dire finalement comment la grue qui va être achetée dans la 7e année, dans les 7 dernières années, on va pouvoir l'amortir et trouver une solution. Nous avons, en tant que concédant, trouvé des solutions pour du matériel investi, pour retrouver, pour permettre cet investissement, parce que la performance dans la filière totalement logistique, elle est aussi dans le dernier port extrémité. Je le dis d'autant plus que maintenant il y a une mission CGEDD qui est IGF qui a été lancée et qui travaille, suite d'ailleurs aux problématiques particulières de Rhénane, et nos concessions, j'ai travaillé personnellement pour qu'on remette à jour ce qui était finalement un VNF concédant et faisant du bout en bout pour tout le monde. Alors je ne reviendrai pas pour les 4-5 points que je voulais en projection. Je voudrais dire 4-5 points. Ouais. Toute la première, c'est qu'effectivement nos bassins sont fermés, je ne le nie pas, mais il faut que pour l'offre fluviale et pour l'offre portuaire, on puisse donner, et je remercie vraiment la constitution d'Aropa ou ce qu'on fait sur le Rhône avec Medlink. Je n'arrive pas à constituer la même chose sur la Moselle. On le constitue de fait sur le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on a réussi à travailler un schéma en commun et que de toute manière, le port le plus proche, naturellement, se fait. C'est constitué cette dynamique, j'allais dire, territoriale et liée au fluvial, parce que derrière, on a parfois aussi quelques sujets. Quand on est en urbain, quand on est en centre-ville, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Je sais que même à Bonneuil, j'ai vu quelques clients, des fois, avoir des sujets de difficulté. Il faut y travailler. Après, on l'a dit tout à l'heure, moi je ne peux pas casser les ponts de Paris, je peux faire beaucoup de choses, laisser autoriser, modifier les règlements particuliers de police pour faire passer 3 couches, voire 4 couches de conteneurs jusqu'à Gennevilliers, mais je ne serais pas apte à modifier les ponts de Paris. Donc on a dans le transport fluvial des particularités de points nodal qui conviendrait effectivement d'être assuré que l'économie de ce point à très court terme puisse continuer d'être assurée. Après, ça a été cité tout à l'heure et c'est cité dans le rapport sur Senesco. Je crois que dans les phases de temporalité par rapport à nos accès fluviaux, il y a quelque chose qui existe aujourd'hui qui est un petit peu léger. Il y a le chantier multimodal de Charlemagne dont on a parlé. Il y a tous les travaux que le port du Havre a fait sur la Chatière et sur la desserte. Mais il y a aussi l'accès par la route nord, les routes sud. Bon, on voit bien qu'il faut qu'on donne une lisibilité à nos opérateurs pour pouvoir, dans les timings qui sont les timings d'investissement à plus court terme et qui sont amortissables à plus court terme, doivent être amortis à plus court terme pour permettre de confirmer nos places. Deuxième sujet pour moi, là aussi cité souvent, les THC, mais au-delà, ça sera aussi, j'ai entendu tout à l'heure Christian Pesqueta, c'est aussi la manière dont on va traiter un bateau fluvial dans un port maritime, parce que c'est des sujets de priorité, c'est des sujets de règles, et puis je sais bien qu'avec l'augmentation des touchés tels que je les entends et des bateaux que j'ai pu voir à Port 2000, je continue de penser qu'une barge bien placée et pouvant être chargée rapidement, c'est un bon moyen de déstocker quelques centaines de conteneurs de manière habile. Et
Simplement, il faut qu'on trouve bien et les péréquations de tarifs, mais aussi toutes les règles de priorité, les règles d'accès. Et bon, c'est vrai qu'on est un petit pousset qui vient se promener. Mais enfin, j'ai navigué avec Hervé, d'ailleurs, sur un bateau qui dépassait les 100 mètres. Hein, il doit être à 110 mètres ou 135 mètres. Et il faisait 14,50 mètres de large. Et il peut prendre 4 couches de conteneurs. Ça devient un beau petit bateau fluvial, hein, pour l'instant. Et deux autres points, alors un peu plus lointains, c'est un peu l'avantage avec de VNF sur le Rhin aussi. Moi, je suis surpris, vous en parliez, Green Model en est un des exemples, c'est cette intégration d'opérateurs, y compris de grosse taille, puisque moi j'ai pu travailler aussi avec Rhinus Logistique sur le Rhin, où on se pose peut-être plus le même type de questionnement que chacune des petites strates, mais bien une vision intégrée. Mais j'ai un voisin qui est assez intégré, qui pourra en parler aussi. Et ça m'interroge doublement, y compris dans la partie ports fluviaux pour VNF, puisque on les voit apparaître à certains endroits où il y a eu des appels d'offres au port de Strasbourg, où on voyait apparaître aussi des grands intégrateurs. Donc il y a cette question qui pour nous se pose en termes stratégiques, surtout quand nos contrats sont, nous, de très longue durée, c'est-à-dire de 20 ans, 30 ans. C'est quelle place sera là demain ou après-demain. Et peut-être après aussi, en complément, quel modèle, à la fois pour nos plateformes fluviales ou pour les modèles économiques dans le long terme, on peut se projeter au-delà du conteneur sur ce qui fait, nous, un certain nombre de trafics. Hein. Vous parliez tout à l'heure du charbon. Moi, je sais que pour le modèle fluvial, le charbon avec les centrales intérieures est un modèle qui n'est pas vraiment en croissance, quoi, sauf conjoncturellement, selon des restockages. Je pense qu'on a la même chose autour de la pétrochimie et un certain nombre de questions qui se posent pour nous sur ces produits qui ne sont pas le conteneur noble dont on parle. Et à l'inverse, je ne me cesse de citer les exemplarités du conteneur où on s'est trouvé en fluvial, le retour avec quelque chose dedans. Je pense tout particulièrement à Nogent-sur-Seine où on met du malt et qui repart vers la Chine. Donc on a des chaînes logistiques extrêmement inventives à condition qu'elles soient totalement intégrées avec des chargeurs. Merci. Oui, dans tes propos, le hard et le soft se rencontrent beaucoup, et ce qui permet, bon, on le comprend bien et tu l'expliques clairement, et donc on peut, avec un autre mode ferroviaire, mais aussi routier que je sache, et aussi d'autres, aborder les choses de manière complémentaire. Je vous en prie, Monsieur Genestier. Merci beaucoup. Écoutez, je vais, effectivement, on arrive en fin de cette réunion, donc je vais pas réveiller chacun, mais je pense qu'il faut essayer peut-être d'avoir un éclairage plus global, chacun des intervenants ayant pris un parti soit strictement portuaire, soit effectivement en tant qu'intervenant dans un mode de transport ou sur une structure comme la partie fluviale. SNCF Géodis, effectivement, et sans en faire de la publicité, est un acteur national dont, comme vous le savez, l'actionnaire est l'État, et nous sommes positionnés à la fois sur la route, en tant que premier opérateur routier en France, sur le ferroviaire, également, et on va pouvoir en parler, même si c'est une journée un peu particulière aujourd'hui, sur la logistique et sur ce qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, la commission de transport. Je pense que c'est un élément très très important pour le développement des ports en France. Alors, je ne serai pas celui qui portera le drapeau tricolore, mais compte tenu de notre position, nous avons pour ambition d'aider les ports, à notre modeste mesure, les ports français, même si nous sommes positionnés aussi dans les ports de la zone hanséatique, au-delà même de Dunkerque. Je dirais quand même aussi quelques éléments positifs, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, et je pense qu'il faut les recevoir comme telles, pour pouvoir apporter des solutions. Il y a eu, malgré tout, dans les ports français, une amélioration. Et on le voit au niveau des freight forwarders, c'est-à-dire ces commissionnaires de transport. Nous, on est modestement, en termes de commission de transport, que le 10e mondial, par différentes activités, notamment Géodis Wilson, mais aussi Silogis, Burger Ferron, qui a ses activités en France. Et on voit bien que, et on a des enquêtes qui montrent que depuis la réforme portuaire, la confiance et le gain de productivité dans les ports, selon ces commissionnaires de transport, a cru de 15 à 25%. Donc on n'est pas encore au stade, effectivement, de la concurrence, notamment sur la zone nord, mais ces commissionnaires de transport relèvent le fait qu'il y ait une amélioration, et je pense que c'est important quand même de le dire, et nous faisons partie de cela. C'est vrai que nous avons encore des exemples récents d'armateurs asiatiques qui ont fait des choix, notamment sur le Havre,
par des discussions que nous avions eues aussi, hein, on était dans ces discussions, parce que Le Havre est monté en compétitivité, très clairement, et a apporté des services qui ne sont pas encore parfaits, mais qui aujourd'hui permettent d'avoir une durée de transport qui est moins importante que d'autres ports. Ce qui nous est demandé lorsqu'on rencontre en Asie, et je sais que Jean-Claude Terrier en particulier, mais aussi Christine Cabot et Hervé Martel le savent bien, et puis notre ami effectivement Chalut hein, sur Nantes-Saint-Nazaire le savent bien, ce qui nous est demandé c'est d'avoir, comme c'était souligné tout à l'heure, des services en plus. Des services en plus et des services de logistique. Alors nous sommes un logisticien, alors on fait de la logistique sous toit, très classique, pour l'industrie, on fait de la logistique sous toit pour la grande distribution, et puis on fait de la logistique un peu plus améliorée qui remonte très haut sur la supply chain et notamment sur les questions d'automobile, sur les questions de sidérurgie ou d'autres types de métiers. Le problème qui est posé, c'est comment fait-on pour investir ou nous positionner dans un port alors même que nous n'avons pas encore le client? Et ça, c'est très compliqué parce que nous n'opérons que si nous avons client. Je pense à Marseille en particulier, où nous sommes implantés pour un grand faiseur en termes de jouets. On est à l'approche de Noël. Et cette implantation marseillaise, très clairement, nous l'avons positionnée parce que nous avions agrippé ce client. Et en agrippant ce client sur cette plateforme de Marseille, eh bien, nous avons réalisé toutes les opérations de logistique sur le sud de l'Europe. Et derrière, nous avons gagné effectivement toutes les opérations de logistique sur le nord de l'Europe. Donc c'est en cela en fait qu'on doit jouer une très grosse complémentarité entre nous, acteurs privés, dans le sens où notre secteur est en pleine compétitivité, et puis acteurs représentants de l'État sur les ports qui eh bien, peuvent apporter un service important. Et nous pouvons apporter un service important, mais nous ne pouvons l'apporter que effectivement au moment où nous avons ce client. D'où cette complémentarité qui reste encore à sceller et à caler. La logistique, elle doit être adaptée, effectivement. Et on a bien vu que le ministre, d'ailleurs, l'année dernière, avait fait une intervention sur la stratégie portuaire et avait rappelé cette importance en termes de stratégie nationale portuaire de la logistique et de l'intermodalité. Sur cette logistique et l'intermodalité, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut effectivement que les investissements nécessaires soient opérés par l'État, hein, par la puissance publique, et cet investissement tel qu'il est projeté, en tout cas par le rapport de Philippe Duron, donc on le remercie, je vous remercie d'ailleurs avec M. Nègre d'avoir organisé cette manifestation, et de ce rapport qui met en avant l'infrastructure portuaire, de la desserte portuaire, et notamment sur le port du Havre et sur le port de Marseille, puisque vous avez notamment cité cette desserte importante du port de Marseille et avec lequel nous aimerions eh bien, notamment desservir la Suisse, parce que c'est vrai que c'est un hinterland naturel pour le port de Marseille, et puis sur le Havre, que cette fameuse liaison Serqueux-Gisors, dont tout le monde parle depuis de nombreuses années, eh bien, soit enfin réalisée, soit électrifiée, parce que toutes nos locomotives sont électriques au port du Havre, et que l'interland naturel, le premier interland naturel du port du Havre, soit desservi le plus correctement possible avec ces locomotives. Et l'élément important, c'est qu'on doit pouvoir adapter le transport ferroviaire à la massification des bateaux. Enfin, quand on a plus de 10 000 EVP, alors on a fait un petit calcul avec les équipes, M. Duron, 10 000 EVP, si on les met en camion, c'est l'équivalent de la distance entre Caen et Argentan. Vous voyez, j'essaie de m'adapter à la géographie de votre territoire. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais enfin au moins à vous. Mais, donc c'est 61 km hein, de distance. Et donc si on arrive à massifier et donc à prendre ces conteneurs sur le train, mais à condition que l'infrastructure permette de desservir l'Hinterland, eh bien, à cette condition, nous pourrons opérer plus concrètement. Il y a un élément. Conteneurs, si vous les mettez sur des camions par paquet de 2 et qu'on compte 100 mètres pour qu'on a des longueurs de fil de camions ininterrompues encore plus monstrueuses, qui montrent bien que bien sûr. Oui, la capacité terrestre est absolument cruciale. Alors, ce qui est important quand même de rappeler, c'est que pour le chargeur, et M. Desderedjian tout à l'heure en a parlé, le chargeur, il a besoin de quoi? D'une fiabilité. Et aujourd'hui, très clairement, qu'est-ce qui apporte la fiabilité? C'est la route.
Alors bon, c'est le premier opérateur ferroviaire qui le dit, hein, mais donc bon, et donc cette fiabilité, en fait, je ne dis pas que nous la recherchons parce que nous l'avons. Je vois bien les céréaliers aussi qui sont là, hein, dans la salle. Je pense qu'on les dessert plutôt correctement. Mais effectivement, c'est sur certaines origines-destinations. Et il faut parfaire cela pour redonner la compétitivité au port, et notamment sur la zone effectivement correspondant à l'Île-de-France. Et ça, c'est un élément qui est primordial dans la réalité de ce type de flux. Le transport de marchandises, on a parlé des conteneurs, c'est du transport combiné. Il y a du transport combiné maritime, notamment avec la société que nous avons et dont notre ami a parlé tout à l'heure, Naviland Cargo, qui est spécialisée dans ces flux. Il a fallu restructurer la société, on a diminué son chiffre d'affaires volontairement pour pouvoir la remettre à l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas, de façon continue, avoir des sociétés qui perdent de l'argent. Et c'est vrai que l'importance de l'aide à la pince, mais je me retourne vers les personnes qui sont concernées, est essentielle. Je n'irai pas plus loin parce que notre actionnaire est l'État. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Elle est essentielle et qu'elle soit dispensée dans l'année correspondant à son utilisation. Vraiment, ça, c'est indispensable pour que la compétitivité de ce secteur soit opérante. Naviland Cargo, c'est Le Havre-Valenton, c'est Le Havre-Vénissieux, donc avec Lyon. C'est aussi une réouverture d'une ligne, alors c'est peut-être un peu exotique pour certains, entre Cognac et Le Havre, parce que les producteurs du Cognacais ont ce besoin d'exportation par cette plateforme portuaire du Havre. Et effectivement, nous avons mis à disposition, après un long terme, et un terme qui s'est interrompu d'ailleurs pour cause d'infrastructures et de questions d'infrastructures et de travaux, mais nous avons remis sur le métier ce chantier et nous avons relancé effectivement cette ligne pour pouvoir assurer une porte ouverte aux producteurs du Cognacais, porte ouverte sur le monde, qui est aujourd'hui Le Havre sur cette partie-là. Mais, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, et c'est une réalité, les producteurs du Cognacais nous ont dit, nous aussi on a besoin de Marseille, c'est pour ça qu'on a ouvert Cognac, Bordeaux, avec la liaison Marseille. Et donc, clairement, on essaye, non pas de ne pas faire de jaloux, mais surtout de répondre aux besoins des chargeurs. Et la réponse aux besoins des chargeurs, ça doit être de la fluidité. Et si nous voulons plus de fluidité, il faut que nous arrivions à résoudre l'équation qui est posée, c'est comment investir dans de la logistique, comment investir dans de nouvelles lignes, alors que nous n'avons pas l'assurance de remplir ces lignes. Ce que disait Hervé Martel, le port du Havre a apporté, comme d'ailleurs l'a suggéré le port de Marseille, a apporté des soutiens à l'ouverture de certaines lignes. Il faut aussi qu'en termes de commerce, on puisse avoir une meilleure fusion entre nos différentes activités pour que ces lignes qui élargissent l'Interland soient en plus grande progression. J'ai l'exemple, alors encore une fois, l'exemple du port de Dunkerque avec la dynamique que l'on connaît à Christine Cabot, qui s'est positionnée de façon plus importante sur les conteneurs, où on sait très bien qu'il y a aujourd'hui des lignes qui peuvent s'ouvrir, notamment en relation, alors ligne bien spécifique, hein, en relation avec l'Est de Dunkerque. Eh bien, nous essayons de répondre effectivement à ces demandes, mais l'une des difficultés, c'est d'avoir la certitude de la charge et d'éviter en fait de perdre quelques millions d'euros. Quand on ouvre une ligne, hein, on perd la première année très souvent 1 million à 1,5 million d'euros. Il faut pouvoir les investir. Et donc clairement aujourd'hui on n'est pas dans cette phase. Et donc il faut que la fusion des idées, la fusion des comportements puisse s'opérer pour que nous ayons une meilleure efficacité. Voilà donc ce que je pouvais dire de façon plus rapide, mais il y aura peut-être des questions. En vous rappelant que l'opérateur multimodal que nous constituons est vraiment au service d'abord des chargeurs et nous essayons de faire en sorte que les ports français élargissent leur hinterland, notamment et en particulier à travers le transport ferroviaire de marchandises. Merci beaucoup, mais il y aura des questions et je vois que nous gérons le temps de façon assez efficace. Et il y aura le temps des questions et du débat, donc y compris sur les 2 premières tables rondes pour lesquelles peut-être tel ou tel d'entre nous est un peu frustré. Donc je regarde l'horloge et cette capacité de débattre est parfaitement maintenue. Voilà donc pour une dernière contribution à ce moment du débat, mais encore une fois, celui-ci dans son ensemble n'est pas clos. Monsieur Vigery.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai la lourde tâche d'être le dernier interlocuteur, donc je vais sans doute reprendre un certain nombre d'éléments qui ont déjà été cités, mais bon, en même temps, ça prouve la concordance de nos préoccupations et de nos besoins. Je voudrais effectivement, dans un premier temps, rappeler que le transport de marchandises, qui nous intéresse plus particulièrement au niveau du maritime, est à 80% de tout ce qui est transporté aujourd'hui à travers le monde. Donc le maritime est très très loin devant le mode aérien. Et donc effectivement, nous avons besoin de solutions pour réexpédier, pour réacheminer les containers qui sont débarqués dans nos ports. Alors le rôle des commissionnaires de transport dans cette structure est évidemment important, puisque nous sommes le lien entre la marchandise et les moyens de transport, et qu'aujourd'hui quasiment aucune marchandise n'est transportée par un seul mode, par un mode unique. Aujourd'hui quasiment tout est transporté via le multimodal, donc ça va du camion passant par le rail, par le fleuve et bien entendu au final par les navires. Donc notre rôle évidemment est de jouer la fluidité des trafics, donc en choisissant les ports les mieux adaptés à ces transports de marchandises et surtout à leur destination finale. Voilà. Donc nos hinterlands effectivement sont les lieux où la marchandise est rendue de façon on va dire définitive, ou en tous les cas pour sa mise à la consommation. On a un petit peu parlé des zones donc, de logistique. Nous avons, que ce soit au Havre et également à Marseille, puisque depuis quelques années, nous avons directement attenant au port la zone Distriport. On parlait tout à l'heure de Jouet qui sont sur une zone tout à fait proche du terminal à conteneurs. Donc là, on va dire que le transport routier qui représente encore, je le rappelle, 85% de tout le réacheminement des conteneurs est incontournable. Mais dès qu'on voit un peu plus loin, et ne serait-ce en ce qui nous concerne que Lyon ou en ce qui concerne le Havre, la région parisienne, eh bien, les modes massifiés prennent tout de suite tout leur sens, à la fois au niveau des coûts et à la fois au niveau de l'écologie. Je voudrais juste rappeler un élément important aussi, puisqu'on est sur le côté écologique. Le transport maritime est aujourd'hui en unité transportée, le mode le moins polluant, puisque nous sommes à, on va dire, 80% du trafic manipulé et seulement 15% des effets de rejet. Donc c'est pour nous quelque chose d'important. Alors, parmi les constatations, on va dire, qui peuvent aujourd'hui relever d'un certain nombre de dysfonctionnements, on pourra parler dans un premier temps des infrastructures, car, comme je le disais, si nous avons tous une vision environnementale des transports, elle se heurte encore à la fois à certaines mentalités, mais surtout à de réels problèmes de coûts. Alors on a parlé tout à l'heure à plusieurs reprises des THC, donc pour ceux qui ne sauraient pas, au fait, c'est les manutentions portuaires en fait. Donc manutention portuaire qui aujourd'hui pénalise certains modes de transport. En ce qui nous concerne donc, et dans le cadre de la défense de la marchandise, on va dire, il n'est pas question non plus que ces éléments-là soient reportés sur d'autres modes de transport, hein, puisque le fluvial dit aujourd'hui nous avons un souci de coût, il ne faudrait pas que ce souci soit transféré sur d'autres modes de transport, encore une fois, que ce soit le routier qui est indispensable ou que ce soit le ferroviaire qui est aussi un mode vertueux. À l'heure actuelle, que ce soit à Marseille ou au Havre, même si les chiffres ne sont pas tout à fait équivalents, ils sont en tous les cas très proches. Donc 85% de transport routier et entre 5 et 7% de transport fluvial ou ferroviaire.
Donc on est très très loin des objectifs du premier Grenelle de l'environnement qui disait que les éléments devaient être inversés, c'était sans doute un objectif quasi inatteignable, mais en tous les cas qui devait être modifié de façon importante, et aujourd'hui on en est encore très loin. Alors dans ces éléments, il y a aussi donc la problématique dont on a déjà parlé, du fait de devoir réacheminer ou brouetter, comme on l'a dit, c'est-à-dire entre un bassin et un autre, les containers au Havre et à Fos aussi, puisque nous n'avons pas, comme cela existe dans les ports du Nord, dans nos ports concurrents, directement des zones dédiées aux barges, et donc pas directement d'opération boracay. Donc ce brouettage a deux inconvénients. Le premier, c'est le délai, et le deuxième, c'est le coût, bien entendu. Voilà, n'oublions pas que pour l'heure, grosso modo, 4 millions de containers sont traités, sont réacheminés entre Le Havre et Fos, un peu plus de 2 pour Le Havre, un peu plus d'1 million pour, enfin quasiment 3 au Havre et presque 2 à Marseille. Alors quand je dis Marseille, bien sûr, c'est Marseille-Fos. Donc nos ports, aujourd'hui, comme on l'a dit, ont récupéré une partie des trafics qui nous avaient échappé. On est très loin de pouvoir générer l'ensemble des volumes français. Alors même si on peut difficilement espérer traiter 100% de nos marchandises, on peut vraisemblablement espérer qu'au-delà de 75%, on serait déjà satisfait, sachant en plus que l'on pourrait récupérer un certain nombre de trafics qui pourraient venir de nos pays frontaliers, Suisse, Italie ou Espagne, alors qu'aujourd'hui ce sont ces pays-là qui viennent nous prendre de nos marchandises. Ben oui, l'Espagne a des trains directement avec la région lyonnaise, par exemple. Donc, et nos ports pourront se développer. Tout est autant que les volumes augmenteront, mais que les pré- et post-acheminements massifiés seront développés également et seront adossés à un certain nombre de zones qui pourront ensuite en redesservir d'autres. N'oublions pas qu'à la SNCF, au moment où le fret était encore intégré à la SNCF, il y avait un certain nombre d'opérateurs qui avaient leurs propres embranchements, embranchements en usine. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et les opérateurs ferroviaires de proximité ne sont pas légion non plus. Voilà. Dans ces zones d'influence qui constituent notre hinterland, nous devons, pour pouvoir les desservir de façon optimale, et notamment, je parlais tout à l'heure de la Suisse, à la fois en termes de délai ou en termes de coût, nous devons pouvoir nous appuyer sur des navettes ferroviaires, notamment puisqu'on ne peut pas desservir l'ensemble de tous les territoires par le fleuve. Et donc l'intérêt serait bien entendu que l'on puisse avoir un maximum de places et de zones logistiques sur lesquelles on puisse opérer de façon trimodale, c'est-à-dire le fleuve, le fer et la route, et donc un maillage complet de ces zones-là. On en parlait tout à l'heure par rapport à des kilomètres de route que représente l'ensemble des containers sur les camions. Il est évident que le fer et la barge récupèrent chacun, on va dire, une centaine de camions qu'on enlève sur les routes. Donc il est important effectivement que l'on puisse développer ces éléments-là, et notamment sur le plan environnemental aussi,
Donc la politique de reconquête de nos places portuaires doit être adossée à une véritable volonté, aussi bien du milieu économique, on va dire, que du milieu politique, pour développer des infrastructures. Alors, ce qui nous manque aussi, enfin, en tous les cas, je le pense, c'est un véritable lobbying auprès des instances européennes. Nos professions sont peu ou pas suffisamment représentées à Bruxelles et on ne fait pas partie prenante de toutes les décisions. L'exemple pour nous le plus criant est le corridor de fret qui part d'Anvers et Rotterdam pour desservir Lyon et la Suisse. Alors je ne fais pas une fixation sur la Suisse, simplement c'est un exemple qui est relativement proche de notre hinterland entre guillemets naturel. Tout au moins le sud de la Suisse. On est à 400 km de Genève. Rotterdam, c'est 800 km. Quoi, hein. On est quasiment deux fois plus près. Donc évidemment, la même chose pour le Havre qui n'a pas été intégré dans ce corridor, même si évidemment les connexions existent et que les nœuds se retrouvent à un moment ou à un autre. Les voies existent, que ce soit le fleuve ou les chemins de fer, ces voies-là existent. Mais il faut donc les améliorer, les rendre plus attractifs, tant en nombre de dessertes qu'en coût. Et par rapport à la desserte, je ne sais plus quel intervenant tout à l'heure a signalé que sur le grand port maritime de Fos, nous avions qu'une voie. Il est évident que ça ne peut pas permettre de développer un nombre important d'éléments et encore plus au niveau routier, puisque nous avons non seulement des routes insuffisantes, mais en plus, on va dire, relativement, pour ne pas dire très, très, très dangereuses. Et voilà, bon, ce sont malheureusement des éléments qui arrivent. Voilà. Avant de donner quelques pistes aussi que nous souhaiterions, le sujet a un peu été évoqué tout à l'heure, un certain nombre de disparités qui existent notamment au niveau douanier. On parlait notamment de l'auto-liquidation de la TVA. Donc je ne le détaillerai pas, mais il faut quand même savoir que ce sont des éléments qui existent et qui peuvent être importants. Également, des disparités, on en a parlé tout à l'heure pour les ports, mais c'est aussi vrai, et on le voit aujourd'hui malheureusement sur le fer social d'un pays à un autre. Et enfin, des disparités aussi administratives et financières, un budget qui peut être difficile à avoir, et puis des autorisations qui sont parfois chez nous relativement difficiles. Donc voilà, il faut arriver à ce niveau-là à faire du progrès. Donc je vous parlais tout à l'heure d'une force de lobbying et également d'une optimisation de ce qui existe. Alors le lobbying, ben évidemment on ne pourra pas le faire tout seul, quelles que soient nos professions séparément. Donc il serait, à notre avis, tout à fait utile que, via le ministère des Transports, on puisse avoir un porte-drapeau au niveau européen et qui s'appuie sur une cellule qui regrouperait tout à la fois les représentants des places portuaires et les ports eux-mêmes, que ce soit les grands ports maritimes ou, comme on le disait tout à l'heure, les ports concédés, et que nous puissions en réalité, donc, sous une même bannière, utiliser l'Europe non pas comme une contrainte, mais comme un levier et comme une aide au financement de nos infrastructures, donc notamment ferroviaires et fluviales. Et enfin, dans cette période de restrictions budgétaires, on va dire, il serait important qu'avant de penser à de la prospective, on puisse optimiser ce qui existe déjà. Je le disais tout à l'heure, un certain nombre de voies existent. Il faudrait pouvoir les optimiser
et conforter ces infrastructures dans un plan global, et notamment faciliter l'accès à ces fameux sillons ferroviaires. Voilà. Et je terminerai, donc j'en ai déjà touché un petit mot, en disant qu'il est important dans la partie logistique d'avoir donc des zones de stockage, de préparation, enfin des zones logistiques au sens le plus large, donc tout aussi bien auprès des ports, et ça existe déjà, que ce soit à Fos ou au Havre, mais également sur les axes fluviaux et évidemment sur les axes ferroviaires. Voilà, je voudrais juste terminer en rajoutant peut-être sur ces éléments-là un certain nombre de... On en a parlé longtemps, certaines ont fonctionné, ne fonctionnent plus. C'est notamment les autoroutes maritimes et également du cabotage, que ce soit sur la façade atlantique ou sur la façade maritime. Nous avons aujourd'hui des centaines de milliers de camions qui traversent toute l'Europe, depuis l'Espagne jusqu'à l'Italie, depuis l'Espagne jusqu'à l'Allemagne, et qu'on pourrait très vraisemblablement utiliser de façon plus économe, à la fois en coût et en CO2, que de la route pure. Voilà. Merci.